podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, Jonathan. Hey, bon matin, Simon. Comment ça va? Moins bien que toi, ça, c'est certain. Un petit épisode pour ma part. Donc, je fuis la réalité encore un peu là, en ce début janvier. Là, je suis toujours en voyage familial dans le fameux Dans pays. la jungle. Dans la jungle, en fait, au Costa Rica, exactement. Fait que c'est un peu Maudit différent de chanceux. toi. Oui, absolument. Moi, je suis bien comme il faut dans le fret hivernal du Québec, là. Ouais, y a-t-il des bons bancs de neige? Non, ben, tu as la neige, mais tu sais, c'est pas si froid actuellement. Au contraire, on est dans une accalmie, il fait très beau, là. On parle de, je pense, aujourd'hui 2 degrés, fait que ça fond et tout. Fait que voilà, bienvenue à Intersection Météo. On est début janvier. Comme Ouais. ça fait peut-être un an et demi-ish, un petit peu plus, là, qu'on roule notre boss, on a le début de l'année vient avec une espèce de regard vers l'avenir, vers 2026. Puis avec Intersection, on est très, très, très proche du futur. Donc, c'est naturel pour nous de regarder un peu ce qui va se passer en 2026. Donc, on va peut-être vous offrir ce matin un regard sur nos prédictions de 2026, dans le fond. Oui, avec, comme tu dis, un petit retour peut-être sur celle qu'on a fait en 2025. Puis il faut dire aussi qu'actuellement, les geeks que nous sommes sont très excités parce qu'actuellement, c'est le CES, le Consumer Electronics Show, qui a lieu à chaque année à Las Vegas, qui est un peu le grand moment où toutes les grandes compagnies, les grands joueurs vont faire leurs annonces. Cela dit, on n'en parle pas aujourd'hui. On veut vraiment y aller plus sur nos prédictions, puis on reviendra peut-être éventuellement avec un épisode peut-être dédié spécifiquement au CES sur qu'est-ce qui a retenu notre attention, puis qu'on va surveiller suite à justement ces nouveaux courants, ces nouvelles tendances-là. Mais clairement, tu sais, Simon, en 2025, tu sais, je réalisais justement un peu nos notes sur qu'est-ce qu'on avait dit. On n'était pas pire. Tu sais, honnêtement, on n'est pas pire. Peut-être qu'on s'est peut-être pas commis assez, je sais pas. C'est dur à dire. Pourtant, quand je lis ça, je me mets en 2025, il y avait des prédictions là-dedans qu'on avait suggérées qui étaient quand même assumées puis intéressantes. De dire, OK, crime, c'est quand même bold, si on peut dire. Ouais. Mais somme toute, on était quand même dedans. La première, bien, inévitablement, en 2025, ça a été le grand boom de l'IA. Fait que, naturellement, ce qu'on avait parlé, c'est la démocratisation massive de l'IA pour le grand public. C'était une de nos prédictions, c'était de dire, bon, ben, on passe d'un IA de stade early adopter à commodité utilisée par presque tout le monde, beaux-parents, grands-parents, famille, etc. Puis, je pense qu'en tout cas, moi, dans mon entourage, je le sens, je le vois. Tranquillement, pas vite. On est en 2026. Fait que, tu sais, oui, il y a eu un intérêt grandissant puis un changement un peu dans les clientèles en 2025 qui ont amené les gens à utiliser l'IA de façon plus quotidienne et qui touche peut-être un peu plus monsieur, madame, tout le monde. Je sais pas, toi, de ton côté, comment tu vois ça? Oui, je pense que de par les early adopters que nous sommes, toi puis moi, mais on est toute qu'une armée de early adopters, de plus en plus, on pop notre Gemini, notre ChatGPT en mode même beaucoup vocal pour ma part avec les gens, ce qui fait que ça devient des réflexes de voir que hey, attends, je vais le googler. Non, attends, je vais jaser avec ChatGPT. Là. Puis en même temps, je me dis aussi, on est en train de créer une armée, une nouvelle génération aussi qui va être habituée avec ça parce que je vois les enfants sont rendus habitués avec ça beaucoup. En tout cas, de mon côté aussi, là, on est habitué à hey, papa, demande à ChatGPT, là, fait qu'on est pas mal là-dedans. Ouais, écoute, l'outil d'intelligence artificielle de générative devient un peu le Google de notre génération. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, nous, on avait le réflexe d'aller dans Google. Eux vont avoir le réflexe d'aller soit dans Gemini ou dans ChatGPT ou dans n'importe quel autre outil pour exécuter leurs recherches. Donc, eux vont être un peu cette génération-là qui vont avoir les deux mains dedans, tu sais. Puis même, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a, dans les derniers mois, j'ai même eu la chance de faire des formations pour des seniors, des gens plus âgés qui avaient de l'intérêt à comprendre c'est quoi cette bébête-là puis comment je peux l'utiliser. Donc, tu sais, ça démontre justement que la démocratisation est en marche puis c'est vraiment ce qui est en train de se passer, là. C'est là pour rester, absolument. Fait que non, on était pas mal on était pas mal pile poil là-dessus avec bon, est-ce que l'adoption de masse est là à 100% pas encore, mais on fait du bon chemin en ce sens-là, ça c'est certain. Peut-être l'autre prédiction qu'on avait faite l'année passée, explosion de la crypto-monnaie numérique. Ça dépend comment tu prends le mot explosion.
Ouais, ouais. Parce que ces Ouais. derniers temps, je te dirais que ça a explosé négativement, dans le sens où il y a un recul quand même important. En tout cas, si on parle de valorisation, peut-être pas en termes d'usage ou de capital, ou du moins de la valeur globale du Bitcoin en soi, c'est le nombre de personnes qui en possèdent et tout, mais clairement, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un petit peu plus un mouvement, notamment avant tout ce qui s'est passé avec les Américains et le Venezuela, qui était jusqu'à tout récemment un pays qui encourageait l'utilisation fortement de la crypto-monnaie dans les transactions. Donc, tu sais, c'était comme un genre de pas où on disait, oh, ben là, c'est des pays qui commencent à emboîter le pas, peu importe un peu le niveau de développement des pays, ben, on avance tranquillement. Tu sais, il faut se rappeler que le Bitcoin, il est quand même, quoi, plus de 15 ans aujourd'hui, là. Ouais. Je ne sais pas l'âge exact, là, vous m'excuserez. Mais bref, je m'imaginais à ce que peut-être il y ait une augmentation plus grande, justement, parce que on en entend parler un peu plus. Donc, je pense qu'on est, sans dire qu'on est dans une explosion, finalement, on est plus dans une continuité d'une croissance, malgré cette fluctuation-là. Mais, tu sais, le terme, la crypto-monnaie commence à être ancré un petit peu plus dans l'esprit des gens, Ouais. puis comme quelque chose qui est là, qui n'est pas nécessairement voué à disparaître ou à partir. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est impossible, selon moi, que ça va disparaître. Ce type de monnaie alternative-là a sa place. Maintenant, il y a des endroits dans le monde, selon moi, ça a plus sa place. Petite histoire courte, ici, en atterrissant au Costa Rica dans les premières semaines, plusieurs endroits dans les grands centres me permettaient de payer en Bitcoin. C'était affiché sa porte, c'était affiché sur tu avais la marque du commerce, puis c'était écrit, vous pouvez nous payer en Bitcoin ici. Donc, il y a des endroits où il y a une très grosse pertinence. Fait que ça partira pas selon moi. Maintenant, est-ce que, moi, je reviens toujours avec cette idée-là, là, c'est quand est-ce qu'au Québec, là, je vais aller acheter ma pinte de lait avec mon portefeuille mon ledger de Bitcoin, là. Je sais pas quand, mais à voir, à voir. Mais pour l'instant, on n'est pas là pour l'instant. Je pense que peut-être ce mouvement-là va venir avec la montée un peu des néobanques. Tu sais, je pense ici au Canada à Wealthsimple, dont je suis un fier utilisateur. Ouais. Tu sais, ils ont déjà mis en place tous les portefeuilles pour faciliter le fait de pouvoir en acheter, en transiger, etc. Fait que tôt ou tard, peut-être qu'ils vont se rendre au point où ils vont pouvoir aussi permettre que tu vas utiliser une carte traditionnelle, mais qui va être tout simplement reliée, parce que ça existe déjà, mais qui serait plus adoptée massivement pour justement avoir des transactions en crypto comme tu peux l'avoir en dollars américains, en dollars canadiens ou dans d'autres devises, littéralement. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense que ça fait peut-être partie des choses qui vont évoluer justement dans la prochaine année. Là. Bien curieux de voir de ce côté-là. Mhm. Sinon, si on continue un peu dans les choses qu'on avait dit, évidemment, on a parlé de la montée en puissance de la robotique. Puis ça, pour moi, je pense que c'est indéniable. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un des éléments qu'on voit le plus sur les médias sociaux, sur Internet en général, puis dans les nouvelles. Je pense qu'on entend parler de robotique comme jamais. Ouais. La seule chose que je me serais attendu et qui s'est pas passé, tu te souviens, je parlais un peu de robotique légère. Il y avait eu, je crois, Apple qui avait lancé un patent, un brevet. Ouais. Dans le fond, dans l'idée, c'était de faire une genre de base, une station d'accueil pour un iPad, ce qu'on croyait, ou un autre appareil, qui permettait d'avoir une espèce de bras articulé qui transformait finalement un peu cet appareil-là comme un outil que des yeux à travers la caméra, une bouche à travers un micro puis un speaker, donc puis qui est branché dans le fond à Internet, donc devenu une forme de petit robot qui peut pas se déplacer mais qui est là, qui est fixe, qui est sur un comptoir, sur une table. Je me serais attendu peut-être à ce qu'il y ait quelque chose qui soit développé en ce sens-là, mais ça n'a pas nécessairement encore vu le jour. Donc la robotique légère, même s'il y en a déjà chez les propriétaires, exemple de Roomba ou des trucs comme ça, mais on est dans l'extra léger, disons, mais plus dans l'optique d'avoir des interactions avec la robotique. Je me serais attendu à ce que ça soit en place, puis ça ne l'est toujours pas. Donc peut-être que 2006 sera plus un 2026. moment. Ouais. Pas 2006, 2026, ouais. 2026, ouais, excuse. Ouais. Oui, puis on dirait que le focus médiatique, du moins, est beaucoup plus sur les gros robots très humanoïdes, très grands déploiements qui feront de tout, là où ce que tu apportes, c'est de dire, bon, ben, un plus petit robot léger un peu qui va permettre de faire certaines actions, mais pas nécessairement aller passer ton gazon, là, tu sais, avec vraiment tous les membres d'un corps humain. Exact.
Bon, à voir si ça va. Un genre de petit robot d'assistance de la vie de tous les jours, là. Donc, c'est quelque chose qui est là, un peu finalement, le Google Home ou le Google Nest sur les stéroïdes un peu, là, avec Ouais. une vocation un petit peu plus ludique aussi, là. Donc, assurément, je pense que ici, pour le Canada, ça s'en vient d'ailleurs, là. Je pense que nos Google Home, là, vont automatiquement se retrouver avec Gemini, là, dans les prochaines semaines, je crois. Donc, ça risque déjà de nous donner un avant-goût, là, de comment est-ce que ça va s'opérer de ce côté-là. Sinon, si on continue dans les autres sujets qu'on avait apportés, on avait évidemment parlé de la croissance continue, mais plus intégrée de l'IA, avec l'idée d'avoir des agents, des assistants. Aussi, on avait parlé au niveau des data centers, etc. Donc, aucun doute, encore une fois, on le voit que il y a eu des grandes annonces qui sont faites sur des développements de data centers, notamment par Meta, là, qui présentait un projet de fou, qui était littéralement la taille de l'île de Manhattan. Il y a eu aussi toute la notion d'agent. Je pense que on se rend compte que l'IA est arrivé, il y a eu comme une convergence vers plusieurs produits, plusieurs grands noms. Puis on dirait que là, qu'il y a comme on diverge, puis on s'en va dans le développement de plein de petits produits nichés, plein d'agents, plein de choses qui vont permettre à ce qu'il y ait des IA hyper personnalisés, hyper nichés pour accomplir des tâches et des objectifs spécifiques. Fait que ça commence à avoir le jour. Mhm. Puis si on parle aussi comme on en a parlé dans le dernier épisode avant de parler avec Stéphane Hamel, on avait Ouais. parlé de Monsieur Lequin, Yann Lequin, qui justement là, qui est l'ex grande tête de ce qui était Meta AI. C'est ça, chez Meta AI, hein? Ouais, exactement. Puis, donc, lui, là, justement, est un peu en train de challenger le modèle actuel, etc. Fait que, on voit là, que de ce côté-là, l'IA va prendre un virage aussi, je pense. Exactement. Non, côté AI, c'est sûr qu'il y a une croissance là-dessus. Là. Ça n'a pas le choix. Ça ne fait. La demande va monter massivement. Ce qui amène aussi, puis là, ce sera un autre sujet, là, mais je vois de plus en plus dans mes feeds que il va y avoir une course à ce que l'AI soit de moins en moins gourmande sur ses ressources aussi, à ce que l'AI soit de plus en plus locale sur ton device et ne se passe pas à l'autre bout du monde dans un data center qui va tuer toutes les petites grenouilles autour. Je le dis à la blague, mais c'est pas drôle du tout. Fait qu'il y a ça, il y a cette course-là aussi à une grosse croissance, mais une croissance qui est de plus. Je pense que l'humain est en train de réaliser que si on veut que ça tienne, cette histoire-là, il va falloir que ça arrête d'enlever les milieux de vie d'animaux et puis tout ça, puis que ça consomme pas de l'eau en débile, là, tu sais. Donc, il y a énormément de stats qui courent en ce moment sur l'utilisation de l'eau à chaque fois que tu fais un prompt. On en a déjà parlé un petit peu ici, mais tu sais, quand tu peux faire un petit Google Search versus un ChatGPT Talk là, ou un Gemini, là, vas-y, si tu as ta réponse avec Google, vas-y. Là, donc, il y a cette course-là aussi à faire ça de façon responsable. Voilà. Oui, puis c'est même pour rajouter là-dessus, même les joueurs eux-mêmes ont commencé à réaliser qu'ils atteignaient peut-être un seuil maximum à l'heure actuelle. Là. Donc, je pense que chez OpenAI, là, ils disaient comme on est à côté là, déjà. Donc, ce qui démontre là, que la demande est très, très forte. Puis il va falloir qu'évidemment les technologies soient moins énergivores, puis que soient plus, comme tu dis, locales, parce que actuellement, je pense pas que ça puisse continuer comme ça. Là. Mm-hmm. On poursuit parce qu'on veut quand même rentrer dans les nouvelles prédictions. Hein? Même si on a tendance à être jasant sur les vieilles. On a parlé d'informatique quantique comme étant quelque chose aussi qui pouvait avoir une perspective sur un grand reset technologique. Je pense qu'on peut dire que 2025, c'est une année d'avancée pour l'informatique quantique. En tout cas, moi, j'en entends plus parler. Peut-être que, bon, par définition aussi parce que je suis intéressé, mais je pense que tranquillement, pas vite, il y a de l'information qui devient un petit peu plus grand public là-dessus, qui devient un peu plus mainstream. Les gens commencent à entendre parler de l'informatique quantique, puis comment ça va révolutionner peut-être un peu la performance puis l'utilisation de l'informatique en général. Donc, je me serais attendu peut-être à ce que on ait des percées plus importantes, mais encore une fois, même si on en entend parler,
ça reste difficile de savoir un peu où on en est par la nature un peu secrète du développement, puis des avancées de ce côté-là par les différents pays qui cherchent justement à développer de ce côté-là. Fait que j'ai l'impression qu'on est peut-être plus avancé qu'on l'entend, C'est mais plus caché que un peu, là. ouais, j'ai cette impression-là. Mais cela dit, je pense que c'est un gros sujet à surveiller encore. C'est ce qui pourrait être un bon épisode où est-ce qu'on peut avoir un intervenant où est-ce qui s'y connaît très bien dans le sujet parce que c'est comme la course au nucléaire quand on n'avait pas le nucléaire, là, tu sais. La première personne, le premier pays qui va mettre la main là-dessus va mettre la main sur quelque chose qui va venir carrément bousculer tous nos concepts d'informatique de maintenant jusqu'au tout le passé qui était jusqu'à maintenant, tu sais. Donc, Ouais. à surveiller. Non, Là. bon point, bon point. Je dis ça, je dis rien. Je connais un gars qui travaille dans le coin de l'Université Laval qui a peut-être la chance de connaître des chercheurs qui ont peut-être de l'intérêt dans l'informatique quantique. Je vais lui demander voir s'il n'y aurait pas des bons noms à me donner. Hey, c'est un excellent point. Je vais checker ça. Puis écoute, dernier point, réseaux sociaux en crise et en mutation. Donc, ben oui, là, on parlait, tu sais, de brain rot, de doom scrolling, de perte de qualité de l'information, de montée De du slop. contenu, de slop AI. Ça, on a beaucoup entendu parler de ça en 2025. Donc, oui, en fait, les réseaux sociaux vont pas bien, Joe. Non, vraiment pas. Tu sais, moi, ça fait un moment que je le disais aussi, là, que l'Internet en général, parce que l'Internet, maintenant, on réduisait ça à effectivement présence sur les médias sociaux, feed, lire des contenus, etc. Donc, c'est rendu difficile. Le web a pris malheureusement une tournure, disons, mauvaise, tout simplement. Là. Donc, Ouais. oui, ça n'a pas été facile. Et ça l'est pas. Tu sais, si on pense au Canada, avec le fait que nos médias ne sont plus représentés dans les outils de méta, ben, inévitablement, qu'on le disait, ben, ça leur a amené à mettre en avant-plan d'autres choses. Ouais. Et puis malheureusement, c'est pas nécessairement des choses très pertinentes et très intéressantes. Fait qu'on on est toujours un peu dans cette tendance-là. Puis moi, je sens il y a un mouvement là, un peu d'abandon, tranquillement pas vite, qui commence à se profiler à l'horizon là, sur les outils que toi et moi, on utilise. Absolument, absolument. Puis, je pense que c'est un bon segue pour aller regardons un peu vers le futur, regardons un peu Oui, vers 2026. Le point des réseaux sociaux en crise et en mutation qu'on dénotait l'année passée, ben, dans nos prédictions, en fait, quand on joue aux prédictions, chers auditeurs, on fait nos petits travaux de chacun de notre côté, puis après ça, on regarde ce qu'on a fait, moi puis Joe. Puis, il y a un point là-dedans qui était le même du côté de Jonathan et du mien. C'était la montée potentielle de nouveaux réseaux sociaux ou de certains actuellement qui viendraient faire une espèce de mutation vers des plateformes de médias sociaux sans AI. Donc, parce que là, on le voit, là, on a dit le terme slop, AI slop, là, tu sais, c'est un terme qui représente un peu, je vais le dire en bon québécois, puis c'est une traduction on the fly, mais c'est de la cochonnerie AI, là, la poutine AI. poutine AI qui est vomi partout, tu sais, fait que le nombre de posts LinkedIn que je vois, j'étais comme ça, c'est bien trop bien fait pour que toi, tu aies fait ça aussi structuré de même. Non, c'est du AI, tu t'en vas sur Instagram, Facebook, c'est des trucs très génériques. Ça sait se faire reconnaître. D'où une potentielle émergence d'un Eldorado où l'AI ne serait pas permis. On voit ça se poindre le bout du nez, là. Ouais, écoute, puis tu sais, moi, ce que je vois, je pense que c'est encore plus grand que ça, parce que dans ce que tu apportes, moi, je vois quand même un risque. Parce que tu sais, à partir du moment où tu consultes un feed, que tu as accès à... J'ai de la difficulté à voir comment un outil pourrait travailler assez fort pour être capable de contraindre à ce qui est pas des AI, là, tu sais. Ça reste un défi colossal. Cela dit, si quelqu'un y arrive, il va pas réussir à prendre le lead de ce côté-là, puis à peut-être devenir suffisamment attrayant pour que les gens quittent les médias actuels puis que se dirigent vers celui-là. Mais moi, ce que je vois, c'est plus vraiment un changement drastique, là, tu sais,
qu'il y ait un passage de nos médias sociaux traditionnels qui sont des grandes places publiques où est-ce que finalement tu consultes des feeds, que c'est un algorithme, à des salons privés avec des outils à la Discord, à la Slack. Tu sais, je regarde les générations actuelles, tu sais, ils en ont rien à faire de Facebook, puis je les comprends. Ouais. Tu sais, ils vont communiquer sur des outils de messagerie sur Instagram, sur TikTok, etc. Ils sont plus vraiment dans la conversation privée que dans l'idée d'avoir des conversations publiques. Ouais. Donc, j'ai comme l'impression que ce phénomène-là est en train il poursuit sa lente mort, si tu veux mon avis. Fait que je pense qu'on pourrait peut-être plus assister justement dans la prochaine année à des grosses statistiques sur, il y a une drop majeure du trafic et de l'attention qu'on a dans ces outils-là qui sont plus de type feed algorithmique, là. À l'exception, évidemment, de TikTok, qui est peut-être, je pense, une exception à la règle à l'heure actuelle. Mais tu m'amènes sur TikTok, puis c'est là, il y a deux choses que je veux peut-être décortiquer. Il y a le fait de communiquer à l'écrit, tu sais, d'un humain à un humain, tu sais. Mais lorsqu'on parle de captation vidéo, euh, une des prédictions que j'entrevois puis que j'ai vu en ligne aussi, je suis pas le seul à l'avoir vu, c'est que une plateforme de médias sociaux basée sur de la vidéo où tu ne permettrais pas d'uploader une vidéo qui vient d'une source ailleurs, c'est comme, OK, imaginez un nouveau TikTok que la seule manière d'uploader une vidéo, de téléverser une vidéo, c'est que tu dois le capturer live sur ta caméra. Puis c'est du raw footage, là, de la donnée crue, là, que tu slides directement dans le truc. Tu peux l'éditer un petit peu via l'outil, mais l'outil ne permet pas de changer, de mettre de l'AI là-dedans. Tu peux juste comme couper puis tout ça. Mais tu captures avec ton cellulaire ou ton laptop, tu édites à même l'outil sans AI et tu mets ça là-dedans. Et si tout le monde passait par ça, ben, tu aurais donc une espèce de plateforme de médias sociaux à la TikTok, AI free. Il n'y aura pas de François Lambert qui jase de pipi caca, là. Ouais, je vois le genre. Mais encore là, tu sais, ce qui empêche que, un exemple, je développe un outil qui fait en sorte que je peux juste faire un record puis qui me permet d'éditer dans la plateforme. Ouais. Ça reste que ce qui m'empêche d'uploader une vidéo puis de le faire, c'est l'outil en soi. Ouais. Fait que j'ai comme l'impression que rapidement, il y a des gens qui essaieraient de tricher la patente puis de dire, OK, mais on peut se trouver une façon de hacker le truc Ouais. pour publier quand même ce genre de vidéo-là parce qu'inévitablement, il y en a partout. Tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas, je le sais pas, là, mais on dirait que j'ai l'impression que le format feed, je pense comme tu dis à la TikTok, il y a des gens qui vont le consulter en sachant ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que je vais là, c'est divertissant, il y a des trucs qui sont authentiques, il y a des trucs qui sont faux. Ça reste le fun à regarder pareil. Mais après ça, pour le reste, c'est plus, je pense, sur la conversation, justement. Tu sais, de te retrouver dans une conversation et être sûr que tu es avec d'autres humains, Ouais. etc. Donc, peut-être là où est-ce que ça accroche un petit peu plus, puis je pense que ça va amener du mouvement, mais bref, ce n'est qu'une boule de cristal, encore une fois, très, très, très embrouillée, je te dirais. Mais Exact. assurément, je pense que on peut s'attendre à des gros, gros virages, pas à des gros changements au niveau des médias sociaux, là. Exactement. Ben, puis tu sais, à la limite, là, il y en a un autre que je veux peut-être juste comme rajouter, là, une autre prédiction qu'on avait qui était tout ce qui est in real life. Ben, en fait, on le voit, là, Ouais. tu sais, je vais vous donner un exemple. Je vais vous partager à l'instant, tu sais, sur on le voit que la mouvance, les gens euh, disent que l'authenticité des humains ne peut pas être faite par de l'AI, là. Si vous êtes sur TikTok ces temps-ci, que vous regardez les vidéos, souvent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir dans les commentaires. Puis, il y a énormément de vidéos où un des commentaires qui va être dans le top va être AI cannot replace this. Donc, les gens réalisent là, que, tu sais, on ne pourra jamais arriver de la belle authenticité de ce que les humains peuvent faire. Fait que, c'est ça. Bref, je pense que je rebalance un peu sur ce qu'on disait, là, mais les gens réalisent et veulent de l'authenticité, veulent des communautés, veulent des humains, dans le fond. Beaucoup, beaucoup. Stop sharing, ça ici. Puis là-dessus, est-ce que je voulais rajouter quelque chose directement? Ben,
bon, on en parlé un petit peu déjà, mais des dumb phones, des téléphones aussi qui vont nous éloigner de toutes nos notifications. J'ai comme l'impression que les générations à venir aussi vont être conscientes de ça. Il y a un appétit sur des téléphones qui limitent les notifications, les fonctions intelligentes. Donc, ça devient de plus en plus populaire de façon à contrer l'addiction qu'on a à nos écrans, là, tous et chacun. Ouais, même que, tu sais, je fais une petite parenthèse sur le mobile en soi, tu sais, je suis curieux parce que je vois souvent passer des discussions là-dessus. Tu sais, aux États-Unis actuellement, je pense que Meta a annoncé là, qu'il y avait une contrainte actuellement au niveau des ventes de la Ray-Ban, la lunette, parce que il y avait une croissance fulgurante puis que la production n'était pas capable de suivre la demande. Donc, ils ont décidé de restreindre ça aux États-Unis pour l'instant. Donc, il y a des gens qui disaient, est-ce que un appareil comme la lunette Ray-Ban est potentiellement euh, un iPhone ou un Android ou un appareil mobile killer. Donc, j'ai hâte de voir un peu parce qu'encore une fois, on s'est fait mettre en appétit avec OpenAI un peu plus tôt l'année passée sur l'idée qu'avec Johnny Hive, il y avait quelque chose qui s'en venait. On n'a toujours rien vu. Mais cela dit, tu sais, encore une fois, je pense que les grands joueurs, il y a plusieurs grands joueurs qui travaillent sur ça va être quoi la prochaine, excusez-moi, bébelle, j'aime pas se dire ça comme ça, mais ça va être quoi le prochain appareil qui risque peut-être d'être le successeur de l'appareil mobile comme toi et moi on l'utilise aujourd'hui. Fait que ça aussi, je pense que ça fait pas partie de mes prédictions actuelles, mais assurément, ça fait partie des choses à surveiller clairement. Ouais, quel sera le successeur à l'appareil qu'on a dans nos poches à tous les jours? Je pense que 2026 pourrait être une année où on va peut-être voir une première tentative de un nouvel appareil qui va arriver, qui va faire « Oh, OK, ça c'est nouveau. » Tu sais, les lunettes, on en a parlé depuis déjà un moment, mais ce que OpenAI, Hive semble avoir dans les cartons, ça paraît être quelque chose de complètement nouveau, même si on a vu des tentatives aussi qui se sont passées, qui ont malheureusement... Il y avait le Rabbit, tu te souviens? Rabbit R1. Ouais. Exact, qui avait fait couler beaucoup d'encre au CS il y a quelques années, mais malheureusement, il ne livrait pas la promesse. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on est rendu ailleurs, genre de voir qu'est-ce qui va s'en venir de ce côté. Exact. OK. Tu veux y aller avec une des tiennes de ton côté, puis je reviendrai avec les autres de mon bord? Absolument, tant qu'à avoir justement parlé d'OpenAI et d'Apple, parce qu'on je parlais d'iPhone, l'appareil mobile. Moi, je pense que il va y avoir une grosse entente, un gros partenariat stratégique là, au-delà de celui qu'on connaît entre OpenAI et Apple, parce que sont toutes les deux un peu en danger, aussi curieux que ça puisse paraître. Mais Jonathan, Apple, c'est genre deuxième entreprise la plus capitalisée, je crois. Je me demande si c'est même pas la première. Je me souviens plus. Je pense que c'est Nvidia, Google et Apple, je crois, ce sont les trois de souvenirs. Je pense que Apple est la première, Nvidia est la troisième et Google est la deuxième. Il me semble, ça fait pas longtemps que d'ailleurs Google est passé par-dessus Nvidia pour être la deuxième. Ouais. Et actuellement, même s'ils ont beaucoup de sous, ils sont pas dans le game. Tu sais, en termes d'AI, Siri, là, on n'est pas là. Oui, on continue de livrer des nouveaux iPhones, puis c'est bien correct, mais la réputation puis l'historique d'innovation chez Apple en prend un coup. Tu sais, là, tout ce qu'on est capable de vendre actuellement comme l'innovation, c'est la Vision Pro, là. Tu sais, c'est tout ce qu'on peut vendre, là. Tu sais, c'est, on a développé mais tu sais, on s'entend que on n'est pas sur un produit masse. Fait que je pense que pour y arriver, il faut que Apple réussisse à aller chercher un élément comme un OpenAI puis puisse avoir une intégration encore plus importante dans son écosystème. Puis à l'inverse, OpenAI a besoin d'un écosystème. C'est-à-dire que si tu regardes du côté de Google actuellement, Google, tu sais, dans le fond, ils ont tout ce qu'il faut, là. Tu sais, ils ont Tensor, dans leur propre puce, ils ont Gemini, puis ils ont tout l'OS Android, ils ont un environnement complet pour déployer une infrastructure AI puis un système cohérent. Mais si tu regardes Apple et OpenAI, c'est comme deux pièces de casse-tête qui vont s'imbriquer parfaitement. Mais à l'heure actuelle, c'est pas encore fait. Mais moi, je pense qu'on faut s'attendre que justement 2026 soit une année où probablement on risque d'avoir une grande
une grande entente, un grand partenariat potentiel entre Apple et OpenAI. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y aurait de l'acquisition. Peut-être que Apple pourrait acheter, comme Microsoft le fait, des parts importantes dans OpenAI en investissant, justement à travers un partenariat. Apple peut-être pourrait se retrouver à développer des chips, dans le fond des processeurs, justement, qui permettraient une utilisation privilégiée, si on peut dire, des outils d'OpenAI. Donc, tu sais, je pense que ça, selon moi, ça se trace à l'horizon, là. C'est comme si ben, Apple en tant que tel, tu sais, on a l'habitude qu'ils aient des annonces retentissantes, des produits retentissants, des trucs game changers qui viennent changer l'industrie. Puis là, comme tu sais, je rebalance un peu sur ce que tu as dit d'entrée de jeu sur ce point-là, c'est que là, ils livrent pas de trucs ultra gigantesques là, dans les dernières années. C'est C'est pas. quoi ton dernier souvenir de lancement de Apple? Ben, j'y regarde un peu, puis c'était comme, ben pour vrai, mais c'était pas un souvenir qui était mémorable. C'est genre, ben, le nouveau iPhone orange, C'est là, ça. avec 8 caméras derrière, là, tu sais, puis Moi, pour qu'il l'instant, c'est la bandoulière. ouais. La fameuse bandoulière qui a fait capoter certains, dont nous, là, tu sais, ouais. Fait on a été habitués avec une ère à la Steve Jobs, où est-ce qu'on avait des gros produits retentissants qui venaient shaker l'industrie. C'est pas le cas. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que un partnership avec OpenAI viendrait comme faire une espèce de le couple qui devait toujours, qui a toujours, les astres prédisaient que ce couple-là allait pouvoir donner quelque chose d'intéressant. Moi, je pense qu'ils ont besoin l'un de l'autre actuellement quand tu regardes la façon dont les choses se développent. Ouais. Euh, Maintenant, comment ça va se passer? Je pense que les probabilités sont assurément que c'est Apple qui va essayer très, très fort de s'intégrer avec OpenAI. Parce que OpenAI ne peut pas acheter un Apple, c'est impossible. En tout cas, du moins, je pense pas. Là. Je OpenAI pense... a acheté Apple? Oui, exact. Oh non, je pense pas, là. Je pense Non, pas. je pense pas. Je C'est pense peut-être, pas à non la plus. limite, c'est peut-être plus l'inverse. Inverse. Puis encore là, je pense que ce serait beaucoup d'argent. Tu sais. Tu sais, je lisais à quelque part que OpenAI, c'est, je pense que c'est hier ou avant-hier, je lisais que ils ont atteint 800 millions d'utilisateurs. Puis je pense que c'est les monthly active users. Tu sais. En fait, je vais le googler live, juste voir OpenAI, ChatGPT, ouais, juste OpenAI, MAU, tiens, MAU. Ouais, regarde, eux, en septembre, OpenAI disait qu'ils avaient un 700 millions weekly active users sur ChatGPT. Donc, à chaque semaine, c'était 700 millions. Fait que ça va bien. Mon point est le suivant, c'est que je pense pas, tu sais, Apple a beaucoup plus d'utilisateurs dans l'entièreté de leur truc. Tu sais, Apple touche beaucoup plus d'êtres humains à un moment donné que, tu sais, en ce moment, Apple est vu par beaucoup plus de gens que ce que OpenAI peut être vu par des gens en ce moment, là, tu sais. Fait que de voir que OpenAI a les reins assez solides d'acheter Apple, quand dans le fond, on s'entend, rappelons-nous, OpenAI n'est pas, OpenAI est toujours déficitaire, là. C'est vraiment dans la veine de systèmes comme, je fais toujours la comparaison, là, tu sais, sachez, chers auditeurs, que Amazon a commencé à être dans le vert au niveau de ses finances uniquement, je pense, au début des années 2000, quand, dans le fond, ça a été créé début années 90, quelque chose comme ça. Peut-être pas début années 90, mais en tout cas, ça a pris, je pense, une quinzaine d'années avant que ça devienne dans le vert positif, que ça soit rentable, cette histoire-là. OpenAI n'est qu'au début, là, au niveau financier, là. Écoute, tu sais, on parle de 3,893 trillions chez Apple pour à peu près 800 milliards chez OpenAI en termes de Millions. valuation, là, dans le fond. Ah, Ouais, évaluation. Ah, OK, excuse. ouais. Répète ces chiffres-là. Répète ces chiffres-là. C'est 800 milliards, puis c'était 3893 milliards chez Apple. Donc, c'est sur papier. Ouais.
ils ont la capacité, mais on s'entend que c'est quand même impressionnant parce que là, oui, ça, c'est la valeur sur papier, mais après ça, quand tu es dans une transaction, il y a de la projection sur, ben, on vaudrait combien dans 3 ans, on Ouais. verrait combien dans 5 ans. Donc, intéressant. Mais je pense que au-delà de la pure transaction, je pense que stratégiquement, vraiment, ils ont besoin l'un de l'autre pour se sortir un peu de la compétition actuelle parce que Gemini et Google sont en train de vraiment continuer leur développement, puis sont, je pense, en train de se consolider un peu, du moins dans les gens qui sont dans l'écosystème déjà Workspace. Copilot, Microsoft traîne la patte. On entend parler, oui, de des beaux outils comme Perplexity. On entend parler de d'autres joueurs aussi comme Claude, au niveau du code particulièrement, c'est vraiment l'orientation qu'ils ont pris. Je pense que c'est là-dessus qu'ils mettent leur focus. Donc, tu sais, je pense qu'en termes de grands joueurs, actuellement, de mon avis, il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il se passe quelque chose entre Apple et OpenAI pour challenger Gemini et Google. Bon, ben, de mon côté, ma prédiction numéro 1 était la domination de Google et l'évolution des outils. Là, tu sais, en ce moment, on voit une montée en puissance de Google qui domine grâce à tous les outils AI qu'ils ont présentement. On en a parlé tantôt un petit peu. Ils ont tellement un écosystème qui est complet que, tu sais, on se rappelle, il y a dans chaque entreprise techno, lorsque le CEO envoie un email qui s'appelle Code Red à tous les employés, code rouge, il y a eu un courriel qui a été envoyé comme ça à toutes les équipes de Google, d'Alphabet et tout ça, qui a été envoyé il y a peut-être c'est pas dans la dernière année, je pense que ça doit faire peut-être 1 an et demi, on commençait le podcast, quelque chose comme ça. Regardez le ramp-up qui s'est passé en 1 an et demi, c'est phénoménal. Et ça aura été rentable et gagnant comme petit courriel Code Red. Les équipes ont vraiment bien travaillé. Donc, l'AI est rendu natif dans tous les outils de Google. On prédit même, là, tu sais, la part de marché de Google Gemini pourrait donc atteindre un équilibre 50-50 avec OpenAI d'ici la fin de l'année 2026. Donc, on comprend que oui, OpenAI, ChatGPT, succès retentissant dès le départ lorsque ChatGPT est sorti en 2022. Mais là, on rattrape avec Gemini, puis là, on pourrait devenir quasiment à égalité au niveau de l'utilisation. Donc, c'est sûr que ça viendrait mettre OpenAI dans une position difficile, puis ça renforce la prédiction d'une alliance potentielle avec Apple éventuellement. Écoute, je le partage, mais tu sais, le fameux Code Red de Google a été lancé à la fin 2022. Ah ouais, OK. Ouais. Donc, c'est quand même, ça fait un moment qu'ils ont en fait, oups, eux, ils ont vu OpenAI arriver, puis ils ont fait, whoop, allez, let's go. Il y a un challenger in town. Ah, puis ultimement, ça a bien du sens. Là. Fait que, tu sais, dès que ChatGPT est sorti, on a fait OK, something big is coming up. C'est gros. Là. Fait qu'il faut qu'on se bouge, les amis. Là. Ils ont pas perdu de temps du tout. Exact. Puis, en tech, là, il y a toujours à chaque année des acquisitions ou du moins des investissements. Moi, je suis toujours comme un petit fanboy qui dit OK, c'est qui va mettre le plus de cash dans le quoi cette année? C'est quoi le chiffre qui va nous faire le plus capoter? Il y en aura cette année. C'est la prédiction qu'on dépose ici. À voir ce sera qui à ce niveau-là. Peut-être que je fais un petit switch. On en a parlé avec Alex dans un des... C'est Alexandre, exactement. Oui. Dans un des épisodes précédents, on parlait de vibe coding. On parlait de flowgramming, vibe coding. Le futur du logiciel va passer par des petites applications, des petites apps qui vont pouvoir être installées sur votre cellulaire pour faire des micro-petites affaires. Là où je m'en vais, c'est que tu as parlé d'un peu tantôt de Cloud Code. En fait, pour ceux qui suivent un peu moins la patente, oui, tu as Gemini chez Google, oui, tu as Copilot chez Microsoft, oui, tu as ChatGPT chez OpenAI. Mais il y a une autre compagnie qui s'appelle Anthropic qui sait de plus en plus sortir son épingle du jeu dans un monde où les grands joueurs sont là présentement. Anthropic, dans les prédictions que j'ai de mon côté, c'est qu'Anthropic, avec son Claude Code, qui est un outil dédié à créer du code, ni plus ni moins,
C'est eux qui vont cette année remporter la guerre du codage, je vais le dire ainsi, contre OpenAI et Google, parce qu'eux, ils ont vraiment, vraiment, vraiment su concentrer spécifiquement leur modèle sur tout ce qui est sciences, mathématiques, programmation. C'est très, très orienté là-dessus. Et en ce moment, en fait, moi, je vous je vous le déclare ici, ma volonté début 2026, c'est de me taper une coupe de bons tutoriels Cloud Code, là, puis aller faire le tour du truc. Car il est possible maintenant de se développer quasi n'importe quoi soi-même. Ça sera pas, on l'a dit avec Alex l'autre fois, ça sera pas nécessairement une application que tu peux mettre en production puis mettre des millions d'utilisateurs là-dessus, mais pour des utilisations plus sobres, ça se fait très bien. Et on pourrait donc, en fait, même j'avais une statistique, je l'ai-tu encore ici, attendez un petit peu. Il semblerait que, puis c'est ce que je lisais sur Internet, il y a une application qui est construite avec des outils de vibe coding, là, c'est soumis au App Store là, à toutes les 1,13 minutes. Il y a des petites applications comme ça qui sont soumises. Quand même. Fait que les gens, autant que là, on disait du AI slop, là, que là, sur Facebook, il y a des posts très AI, que c'est pas cool, là, il n'y a rien de vrai. Autant qu'il y a des gens qui soumettent des applications à une fréquence qui n'a jamais été vue sur les App Store. On pourrait même penser avoir peut-être voir une espèce d'émergence de boutiques d'applications intermédiaires. Donc, oui, tu vas pouvoir aller chercher ton Duolingo, ton Microsoft Outlook, ton Gmail, tout sur le App Store habituel. Mais est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir des boutiques qui sont plus orientées vers tout ce qui est vibe coding, petits trucs, un peu moins robuste, là, mais on le sait que c'est dans cet écosystème-là. Fait que je le dépose ici, potentiellement quelque chose qui pourrait arriver. Oui, non, écoute, c'est sûr. Aucun doute. Là, tu sais, même je vois du monde, moi, dans mon entourage immédiat, qui ont vraiment ce thinking-là de dire OK, je m'essaye, j'ai des idées, j'essaie de développer un produit, puis je le lance pour voir s'il y a de l'attraction, puis est-ce que je pousse quelque chose là-dessus, dans l'optique de peut-être réussir à lever un projet. Donc, je suis vraiment pas étonné, mais la statistique est impressionnante. 1 minute 13, c'est rapide. Bon, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, peut-être que ça vient un peu avec la folie de tout le foisonnement qu'il y a autour de l'AI, puis que cette statistique-là, à un moment donné, il y a des gens qui vont se rendre compte que c'est pas sur la quantité qui est à soumettre. C'est-à-dire que oui, OK, c'est pas d'en faire plus, mais de mettre le focus sur quelques bonnes idées plutôt que d'en développer le plus possible. Mais je suis pas vraiment surpris, là, assurément. Là. Même moi, tu sais, je veux dire, il y a des idées que j'ai déjà eues, que je me dis, hey, ben là, je suis plus placé que jamais dans une situation où potentiellement je pourrais m'amuser à essayer peut-être de les remettre en place. Donc, Exactement. Puis, peut-être juste pour rassurer les gens qui sont pas techno, là, ultra techno, qui sont pas nécessairement des programmeurs, euh, quand on dit que l'intelligence artificielle est intégrée partout, des interfaces de chat qui comprennent l'application dans laquelle tu es, c'est de plus en plus là. Je vous donne un exemple. Euh, un système comme un système comme N8N que Alex parlait il y a quelques semaines, qui est un système où tu mets en anglais, ils disent des nodes, là, tu sais, s'il se passe ceci ici, tu déclenches cela, mais si c'est en fonction que c'est un document texte, tu vas aller faire ça, mais si c'est une vidéo, tu vas aller faire ça. Tu fais tes nodes, puis ça fait des actions, OK, sur plein de systèmes. J'ai commencé, Joe, à taponner là-dessus pendant mes vacances ici. Je pourrais te montrer par la suite pour notre propre projet qui est Intersection. Et il y a des bouts où j'ai frappé des murs parce que ouais. je savais pas quoi faire puis tout ça. J'aurais pu rouvrir un autre tab, un onglet, faire des Google Search, regarder ça. Mais non, dans N8N, Ask AI, il Et trouve là, un panneau sur le côté. Hey, regarde, là, je suis rendu au 3e nœud. J'essaye d'aller déclencher quelque chose quand il y a une vidéo qui est mise dans un Google Drive, mais ça fait cette erreur-là, je comprends pas. OK, parfait, il analyse ça. Ah, il dit, tu me permets-tu? Moi, je vois exactement c'est quoi. Je vais aller faire un switch, je vais te montrer c'est quoi après. Je dis, vas-y, mon chum. Il part avec ça. 15 secondes plus tard, il me montre le flow alternatif. Il me dit où est-ce que j'avais failé. Il m'explique pourquoi. J'essaye, ça marche. Pouf, on poursuit. Ça avance, ça avance, ça avance. Même chose pour un logiciel comme Airtable que j'utilise en ligne, qui est des bases de données, puis tout ça.
Ils ont Omni sur le côté, qui comprend le contexte d'Omni, qui comprend les mécaniques qui comprend le contexte de Airtable et qui comprend les mécaniques et qui est capable d'aller manipuler tes trucs. Fait que c'est ça. C'est rendu très, très accessible pour tout le monde. C'est un bon moment pour commencer à aller patauger là-dedans. Si vous avez une idée de quelque chose à développer, je vous invite fortement à le faire. Absolument, vraiment. Écoute, puis tu sais, ben, je me souviens, tu sais, dans ce que tu disais, là, tu disais, ah, j'étais impressionné parce que dans l'outil en soi, j'ai eu des recommandations, puis il m'a proposé un chemin alternatif. Yep. Je pense que c'était dans ChatGPT avant justement le gros move que moi j'ai fait dans Gemini. Je pense que Chat, à un moment donné, pouvait me proposer des affaires. Je me souviens pas le nom quand ils ont lancé ce feature-là, mais je pouvais me loguer, arriver dans l'interface de ChatGPT, puis il me disait, hey, aujourd'hui, Jonathan, ça te tente qu'on améliore l'application que tu as travaillée? J'ai une idée, on pourrait mettre ça dedans. Hey, t'étais je te jure. Donc, donc, là, les outils vont être en mode, hey, ben, tu sais, on va être proactif, on va vous suggérer des choses que vous pouvez faire considérant ce qu'on sait de sur quoi vous travaillez, puisque vous nous demandez des choses. Donc là, les outils vont commencer à être proactifs. Fait que dans le même objectif que ce que tu dis avec N8N, ben, l'outil pourrait dire, hey, je vois que tu es en train de gosser un chemin, mais t'es wrong. Veux-tu que, tu sais, il va pouvoir te le faire de façon proactive sans que toi, tu ailles dire, hey, j'ai frappé un mur. Non, je vois que tu es en train de le faire, dude. Wait a minute. Voici comment on devrait le faire, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est exactement ce que je veux faire. C'est do it. Merci, bonsoir. Fait que c'est vers ça qu'on va. Fait que ça, c'est très geek, là. C'est sûr que ça va toucher plus notre milieu d'abord et avant tout. Ouais. Mais ultimement, ça va avoir une conséquence parce que ça va rejaillir sur les outils que monsieur et madame tout le monde utilise au quotidien. Puis peut-être aussi, je fais juste du pouce là-dessus rapidement. Pouce. Je pousse. C'est pas nouveau le concept de mémoire là, dans les outils d'intelligence Non. artificielle. Je pense que dès les débuts avec ChatGPT, le concept de active ça si tu veux que j'aie une mémoire de ce qu'on sait jaser, tu sais. Puis dans ChatGPT, chaque discussion est un peu un nouvel onglet dans lequel tu jases, mais si tu actives le concept de mémoire, lui, ces onglets-là, c'est une mémoire collective. Mhm. Fait que tu y as jasé de ton projet il y a 3 semaines dans une conversation. Tu repopes une nouvelle conversation aujourd'hui, 3 semaines plus tard. Il a vu tout le chemin que tu as parcouru. Fait que c'est juste logique pour les gens chez OpenAI de dire, bon, ben écoute, des matins, quand Joe il va popper son chat GPT, on va lui dire, hey, tentes-tu qu'on ait amélioré ce que tu as essayé de faire? Parce que là, je pense que tu t'en vas dans le mur là, en ce moment. Petite parenthèse là-dessus qui est intéressante aussi. Il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, ah ouais, mais là, tu sais, moi, je suis habitué dans le chat GPT puis il me connaît déjà. Tu sais, il y a beaucoup d'informations sur moi. Ouais. Tu sais, je l'ai déjà entraîné. Ouais. Fait que là, il disait, tu sais, je vais pas passer à Gemini à cause de ça. Puis j'ai vu passer quelque chose qui était absolument brillant. C'est que les gens ils ont demandé à Chat ou à Gemini, hey Gemini, si j'avais à demander à un autre outil d'intelligence artificielle de me fournir les informations nécessaires à transférer toutes les données et les connaissances, qu'est-ce que je devrais poser comme question? Ouais. Donc, vont littéralement te produire un prompt qui va te permettre d'aller pomper, ça me permet l'expression, le knowledge qui a été mis dans un outil pour être capable de le transférer dans un autre. Exact. Donc, ça veut dire que changer d'un outil à un autre, ce n'est pas nécessairement si complexe que ça, Non. quand on a compris ça. Puis après ça, je vais arrêter ce point-là. Mais dans ma tête à moi, comme n'importe... D'un matin, je veux m'en aller de Google Photos, puis je vais aller sur Apple Images. Je sais même pas c'est quoi chez Apple parce que je n'utilise pas Apple, mais je peux partir avec mes données. Là. Facebook. Oh, totalement. Fait que j'ose croire que tous ces outils-là ont une espèce de extract-moi ça en... Mais au-delà, mais tu sais, au-delà de l'extract traditionnel qui est quelque chose de très mécanique, qui normalement, il faut que ça soit fourni par un des deux parties. Là, Exact. dans ce cas-ci, c'est purement quelque chose de... On se dit, ah ouais, ben c'est pas si compliqué que ça, finalement, j'ai juste à bâtir un prompt, puis je peux même me faire aider par un outil pour poser la bonne question puis obtenir le bon extract. Tu sais. Donc, ça, je trouve ça vraiment fascinant. C'est fou. OK. Il reste de ton côté Oui. un point, je pense. Un point, exact. Qui en est pas le dernier. Non, le dernier, non, et non le moindre. Dans le fond, moi, ce que je dis, c'est que au niveau de la cybersécurité, faut s'attendre là, justement à une explosion des attaques ciblées utilisant l'IA dans la prochaine année. Puis, peut-être plus, on a tendance à parler des grandes institutions, on voit plus les grands noms, mais là, on va parler plus de ce que
j'appellerais des cibles douces. Donc, tu sais, au niveau des PME, tu sais, on en a déjà parlé, des PME, que ce soit au niveau même des municipalités, que ce soit des organes, disons, gouvernementaux, mais à plus petite échelle. Ça pourrait être une municipalité ici, là, tu sais, autour des grands centres qui se retrouvent avec un enjeu de cybersécurité, puis que ça compromet littéralement les opérations de la ville. Je pense on est dans cette optique-là parce que oui, l'IA autant va devenir potentiellement un outil qui va permettre d'être un bouclier contre la cybercriminalité, contre la cybersécurité, les attaques et tout. Mais à court terme, je pense qu'elle va être davantage être utilisée comme une arme, justement. Puis j'ai l'impression, puis on le voit déjà. Je vais te partager. Je t'ai Je l'ai. partagé un petit. Je l'ai live là. Ah, ok. Bon, t'as été plus vite que moi. Dans le fond, sur LinkedIn, il y avait un contact là, qui partageait qu'il y avait eu des infrastructures françaises qui avaient été mises à nu parce qu'une société conseil avec qui les autorités françaises travaillaient, il y avait une brèche de sécurité de 844 gigs. Puis eux, ils ont travaillé avec différentes institutions françaises, puis plus particulièrement des institutions de la défense française. Donc, on parle ici là, littéralement de l'armée. Donc, il y a la base des données de la base de l'école du 2e régiment d'hélicoptères de combat du quartier Leger, donc le ministère des Armées en France. Donc, se retrouvent avec leurs données exposées. Donc, c'est pas rien, tu sais, si on parle d'armée. Puis après, il y a plein d'entreprises évidemment, qui ont collaboré avec cette firme conseil-là aussi, dont tu sais, des marques comme Hermès, des compagnies d'énergie comme Veolia, tu sais, des compagnies comme donc vraiment, c'est des gros noms. Donc, ces entreprises-là se sont retrouvées compromises où là, comme tu le présentes, là, même des plans techniques d'infrastructure de la base militaire se sont retrouvés disponibles. C'est quand même majeur, là. Tu sais, on s'entend que quand on touche le militaire, normalement. On dirait qu'on est dans un film, là. Oui, littéralement. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment particulier, mais ce n'est qu'un exemple qui démontre à quel point c'est la pointe de l'iceberg. Là, dans ce cas-ci, c'est un gros modèle. Puis je pense que c'est toi qui l'as ajouté un peu dans notre recherche, mais actuellement, je pense que les malfaiteurs du côté cybersécurité sont en mode en ère pré-quantique. Oui. Ramasser tout ce qu'ils peuvent en termes de données, puis de data breach, puis on n'est pas nécessairement dans une optique où on est en train d'utiliser ce qu'on ramasse. Ouais. Mais on est plus en mode on va cumuler de l'information, puis on va ramasser tout ce qu'on peut. Oui, c'est ça. J'essaie de retrouver pendant que je pense que c'est sur notre chat sur Messenger. En fait, le point est le suivant, c'est que quand on parlait de quantique, bon, je le retrouve pas live, là, mais les technologies quantiques, on disait tantôt que c'était un peu comme le nucléaire, la course au nucléaire. Le premier qui va l'avoir, et je veux dire, il va avoir en ses mains quelque chose d'ultra puissant. Je vais essayer de résumer ça le plus bébé lala possible, mais la technologie quantique permet d'augmenter les puissances de calcul des ordinateurs à des niveaux pas possibles d'imaginer présentement. Tu sais, c'est comme quand toi puis moi, on avait des bons vieux 486 DX400, puis que du jour au lendemain, ils sont arrivés avec les Pentium, puis on était comme « Oh my God, c'est donc bien puissant ». Ben, c'est un peu ça. Tu sais, aujourd'hui, on garde nos appareils, puis on garde les puces, puis les ordinateurs qui font performer nos appareils, puis dans une horizon de quelques années, si on va regarder ces technologies-là, puis les performances, puis on va dire « Mon Dieu, mais c'était n'importe quoi ». Puis là, ce que les gens se disent, c'est que, bon, le quantique va arriver un jour, on ne sait pas quand, mais le jour où ça débarque, ton petit mot de passe que tu as chez Desjardins, là, je te craque ça en 1 milliseconde. Genre. J'exagère, mais c'est quasiment ça. Le fait que tu aies mis ton two-factor authorization, des clés, je me souviens que les banques, je pense que c'est le RSA, des numéros bien précis, qui est une espèce de clé de chiffrement pour tes comptes bancaires, tout ça, si je me souviens bien, c'est RSA, tu notes là-dedans, c'est ça. Ces codes-là, mathématiquement, ça se fait défoncer en 1/4 de seconde. Donc là, ce que j'ai vu en ligne, c'est que présentement, les hackers, c'est ce que donc tu parlais, c'est que ils se disent, bon, ben regarde, on va
on va aller faire du piratage de tout ce qu'on peut. On va aller voler le plus de coffres-forts qu'on peut sans avoir la combinaison. Puis on va attendre paisiblement sur notre petit dark web, tout seul avec notre gang de pirates et carreaux noirs. On va attendre. Puis le jour où le quantique va nous permettre de trouver les mots de passe de ces coffres-forts-là de même, nous autres, ça va faire 4-5 ans là, qu'on cumule des bases de données de fou. Puis on va trouver le mot de passe en 4 secondes et quart. Puis là, ça va être le Far West, mon chum. Ça, c'est Absolument. ça, c'est Non, fou. c'est complètement fou. Puis, tu sais, en tout cas, je suis pas un expert en cybersécurité puis en protection des données, mais tu sais, actuellement, ça doit être une course contre la montre d'essayer de voir, OK, mais ça va être quoi les outils, comment on va se prémunir, comment on va sécuriser, dans le fond, les données, puis ce qui se retrouve, dans le fond, sur des ordinateurs avec le quantique au bout du nez, là. Exactement, exactement. Je sais Bon, qu'il existe ouais. déjà quelque chose pour ça, tu sais, pour essayer de crypter, mais encore là, c'est trop difficile de voir qu'est-ce qui va fonctionner. J'ai comme l'impression qu'il faut que le quantique arrive puis que des situations euh, malveillantes aient lieu pour que des gens se retournent de bord puis commencent à penser à des solutions puis réussissent à amener peut-être des produits qui vont nous permettre d'avoir l'esprit tranquille. C'est vrai qu'ultimement, c'est quand la quand la marde pogne pour vrai qu'on se met à se bouger un peu les fesses, là, un petit peu plus, là. Puis tu sais, au niveau cybersécurité, puis au niveau, tu sais, si on parle de malveillance, tu sais, au niveau de tout ce qui est phishing, tu sais, qui est quelque chose Ouais. que aujourd'hui, l'humain, tu sais, si on regarde un courriel de phishing, on le voit venir à 100 000 à l'heure. Mais demain, avec les outils d'automatisation d'AI, avec la possibilité de générer facilement ces contenus-là, des automatisés à la limite, là, on va se retrouver dans un horizon où vraiment il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de ces situations-là qui vont arriver encore plus, d'où l'importance d'être conscient de ça, puis de conscientiser nos gens autour, on en a déjà parlé, là. Avec Stéphane, à mon dernier podcast aussi, vraiment, là, assurez-vous d'outiller vos parents et vos beaux-parents sur des phrases ou des petits codes secrets que seuls vous savez avec eux là, pour éviter ce genre de fraude-là. Donc, c'est sûr que c'est là, le côté cybersécurité est pas un côté hyper joyeux, hop la vie, mais partie des défis que l'informatique nous apporte, surtout avec les grosses innovations qui s'en viennent. Fait que voilà. Donc, Yeah. c'est un peu ça, nos prédictions pour l'année 2026, mon cher Jonathan. Absolument. Puis, tu sais, moi, je pense que ce qui va m'intéresser le plus dans ces trois-là, c'est vraiment de surveiller de près qu'est-ce qui peut se passer du côté Apple et OpenAI. Je Ouais. pense que ça va être quelque chose d'excitant. Si jamais ça va se produire, ou du moins si ça se produit pas, de voir comment est-ce que les choses vont se positionner dans l'écosystème. Mais très, très hâte de voir, puis évidemment d'être attentif à qu'est-ce qui va se passer du côté cybersécurité puis médias sociaux, là, donc du web en général comme on le consomme, là. Fait que je pense que c'est des années de grands changements, de grands bouleversements pour ces secteurs-là. Exactement. Si vous nous avez écoutés jusqu'ici, je vous invite fortement à écrire en commentaire quelles sont vos prédictions à vous. Bonne Euh, idée. ouais, vraiment. Donc, si vous avez des idées comme ça qu'on n'a pas réfléchi, des choses que vous voyez dans votre boule de cristal, on va être clairement bien partant d'en jaser avec vous. Chose Euh, certaine, on s'est trouvé un nouvel invité. On se met en mode recherche. On aimerait ça avoir quelqu'un qui est spécialisé justement dans l'informatique quantique qui pourrait venir nous faire un bon topo dont on pourrait discuter, peut-être échanger sur certaines perceptions, peut-être certaines légendes urbaines aussi, peut-être qu'on a de préconceptions sur ce phénomène-là. On est super ouvert si vous avez des noms ou des gens à nous recommander. Exactement, exactement. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'on se voit dans un prochain épisode, chers auditeurs, auditrices. On risque fortement de jaser du CES. On en a parlé un peu d'entrée de jeu. Ça Ouais. va se tenir dans les cartons sous peu. Le temps qu'on amasse un peu quelles sont les pépites d'or de tout ça, parce qu'il y a bien du bruit dans le CES, malgré qu'on n'est Je- pas là physiquement, là, il y a pas mal de bruit. Ouais, en tout cas, ma petite voix intérieure me dit qu'on risque de parler de robots pas mal. Oui, et de Lego. Ouais, oui aussi.
Cool. Ben, Jonathan, un gros merci. Puis on se Yes. revoit pour un autre épisode, mon cher. Va-t'en à la plage. Yes. À bientôt. Salut. Bye.